Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets différents. On va parler de la dépense calorique durant l'activité sexuelle, on va parler de vivre en montagne, on va parler un petit peu du coronavirus, on va parler également d'un nouveau perturbateur endocrinien qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui est nouveau en tout cas pour le grand public, et puis de petites choses et d'autres. Voilà, donc bon... J'espère que votre confinement se passe bien. Je vois de plus en plus de personnes qui commencent à s'acclimater à l'entraînement à la maison. Je sais que c'est pas évident notamment pour les personnes qui ne l'ont pas décidé. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, ça fait quelques temps maintenant, quelques mois que je m'entraîne essentiellement à la maison. Et je sais que la différence avec d'autres personnes, c'est que moi je l'ai décidé. Je l'ai décidé et je l'ai préparé. C'est-à-dire que, j'ai pas préparé le coronavirus du tout, mais je veux dire, j'ai préparé mon entraînement à la maison. C'est-à-dire que je suis pas passé d'un entraînement en salle de sport à un entraînement maison du jour au lendemain. Ça s'est préparé, j'ai dû réfléchir au sujet par rapport à l'environnement que j'avais pour m'entraîner, parce que vous savez que je m'entraîne dans mon salon. Donc dans mon salon, je peux pas mettre une presse à cuisse, une poulie vis-à-vis, etc. Donc il a fallu que je fasse des choix. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur certaines choses où j'étais un petit peu convaincu avant que l'entraînement en salle était vraiment l'idéal dans tous les cas. Aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que l'entraînement à la maison, si on a de l'équipement, peut être très 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 intéressant pour le développement de la masse musculaire, pour la perte de graisse, pour tout ce que vous voulez. En fait, pour la même chose que ce qui nous intéressait à la base. Moi, j'y ai trouvé mon compte. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas retourner en salle, évidemment, mais bon. C'est pour ça que j'ai une pensée pour les personnes qui aujourd'hui se retrouvent avec rien. Qui se retrouvent vraiment avec que dalle pour s'entraîner, qui ont même pas une paire d'élastiques, etc. Donc ces personnes-là, j'espère les avoir un petit peu aidées avec mes mouvements au poids de corps là que j'ai proposé il y a quelques jours, et pour que vous puissiez vous entraîner, on va dire correctement et intensément à la maison. Bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi ressorti des archives de vidéos que j'avais fait il y a quelques temps, en fait, où je donnais des astuces aux personnes qui vivent dans une chambre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans une chambre ? Par exemple, vous louez une chambre d'hôtel ou une Airbnb, ou je sais pas, vous avez une chambre d'étudiant ou autre. Et avec les moyens du bord, comment s'entraîner ? Alors j'avais dit, vous enlevez votre drap, ou vous prenez un drap, vous faites un nœud, vous le passez à la fenêtre, comme ça vous fait un genre de TRX. Alors faut faire attention, faut le mettre au niveau de la charnière, sinon vous allez tout arracher. Après, vous pouvez charger avec des bouquins ou autres, une unité d'oreiller pour faire un petit peu de lest, des choses comme ça. Et je l'avais sorti il y a quelques temps, et je sais que ça avait bien marché pour pas mal de personnes, parce que je sais qu'il y a une catégorie de personnes qui m'écoutent, qui aiment bien être indépendant par rapport à l'entraînement, c'est-à-dire ne pas dépendre d'une salle, ne pas dépendre d'un parcours de santé ou autre. Ils aiment bien être complètement indépendants de ce côté-là. Et voilà, je l'avais publié sur ma page Facebook, donc fin de semaine dernière. Je l'ai republié en fait parce que c'est sur le site depuis un bout de temps. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Maintenant, je vais faire ça à chaque fois, c'est-à-dire que je vais vous orienter directement vers tous les liens que je mets en description, parce que j'en envoie pas mal durant le confinement. Et donc voilà, bon. Alors j'ai entendu qu'il y a de plus en plus de gens qui partent à la montagne là, qui veulent absolument avoir leurs vacances de au ski, etc. Donc je trouve ça un petit peu étrange, notamment vis-à-vis des personnes qui sont prêtes à payer les amendes. Je trouve ça quand même un petit peu étrange pendant cette période de confinement de vouloir égoïstement partir en vacances. Mais bon, bref, l'humain est comme ça. Je pense qu'il y en a qui doivent avoir des bonnes raisons, des raisons qui peuvent s'expliquer, mais pour l'instant, j'arrive pas à les trouver. Bref,
J'en viens à ça parce que j'ai récupéré un article sur vivre en montagne n'est peut-être pas bon pour le moral. Alors, on a beaucoup comment dire, de croyances par rapport à la nature, à la montagne, vous savez, les éléments, c'est parfait pour la santé, le bien-être, le mental, etc. Et là, en fait, il y a eu quelque chose d'intéressant là, qui est sorti le 6 avril sur un site suisse. Alors, vivre en montagne, bon pour le corps, mais pas pour la tête. Un nombre croissant d'études montre que vivre en altitude est associé à un risque accru de dépression, d'anxiété et de passage à l'acte suicidaire. L'une des plus récentes, publiée en 2019 dans la revue International Review of Psychiatry, a été réalisée dans les montagnes rocheuses de l'Ouest américain, région réputée pour être l'une des plus prospères des États-Unis, mais aussi l'une de celles où l'on enregistre le taux de suicide le plus élevé. Bon, ils ne prennent pas en compte plein d'autres facteurs qui est le chômage, etc. dans cette région. Ils le disent à la fin de l'article d'ailleurs. L'explication tiendrait au fait que l'oxygène se raréfie en altitude. Or, le cerveau est très sensible au manque d'oxygénation. On sait depuis longtemps que cette hypoxie peut provoquer chez les personnes qui ne sont pas suffisamment acclimatées des maux de tête et des nausées qui préfigurent un syndrome de détresse physique connu sous le nom de mal des montagnes. Toutefois, les scientifiques ne s'étaient jusqu'ici pas encore vraiment intéressés à l'éventuel impact de l'hypoxie sur le psychisme. En l'occurrence, celle-ci pourrait affecter la production de sérotonine, une hormone agissant sur la régulation des humeurs. Je continue un petit peu. Ce qui est étonnant, c'est que l'altitude est globalement bénéfique pour l'organisme. Relève Bengt Kaiser. On voit des effets positifs et préventifs sur une quantité de facteurs tels que les maladies cardiovasculaires et le surpoids par exemple. Et puis il y a ce potentiel impact négatif sur l'humeur que l'on ne parvient pas encore à cerner. Donc on voit ici, alors je sais pas ceux qui m'écoutent alors en règle générale ça se vérifie plutôt pour les personnes qui vivent à niveau zéro, on va dire plutôt bas, c'est-à-dire plutôt hors des reliefs. Quand vous allez au ski ou à la montagne, est-ce que vous avez, vous savez, cette petite période où vous devez vous acclimater? Moi c'est mon cas. Personnellement, c'est mon cas. Quand je vais à la montagne, je passe 24 à 48 heures un petit peu déphasé et un petit peu mal à l'aise du fait d'être en altitude comme ça, et au bout de ces 48 heures, ça passe. Mais il y a des personnes chez qui ça pose vraiment problème, et là, il y a quand même une piste de réflexion par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand cet article est sorti, il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient « ça y est, je comprends enfin pour ce qui m'arrive ». Des personnes qui n'avaient pas trop de problèmes et qui se mettent à avoir des problèmes par rapport à ça. Alors ils disent aussi que les personnes qui sont sensibles à la dépression ou au tempérament plutôt anxieux, etc., évidemment, ça va être plutôt accentué par ça. Des personnes qui n'ont rien, elles ont peu de chance, voire moins de chance d'avoir ces troubles-là. Autre chose, certains vont dire « non mais moi, quand je vais en montagne, pour les vacances, il n'y a pas de problème, etc. » Il faut faire attention parce qu'ils le disent bien dans l'article aussi que les vacances, c'est différent. Pourquoi ? Parce que les vacances, si vous partez en famille, entre amis, c'est un moment de détente, vous coupez les ponts, vous vous amusez, d'autres distractions, etc. C'est pas la même chose qu'y vivre à l'année. Et c'est bien là où il faut faire la différence. Vivre à l'année à la montagne et y passer du temps pour les vacances et du loisir, c'est complètement différent. Et donc du coup, vous ne le percevez pas de la bonne façon, quoi. Donc moi je trouvais cet article intéressant. Pourquoi ? Parce que justement on vient confronter des effets positifs et des effets négatifs et on essaie de comprendre pourquoi. Et moi j'aime ça parce que ça va tout à fait dans le fonctionnement que j'ai de travailler, c'est-à-dire de ne pas croire que par exemple un aliment ou un type de diète ou autre est parfait, donc ça peut tout guérir. Je suis plutôt dans le qu'est-ce qui est adapté à vous et quels sont les inconvénients, et est-ce que les inconvénients, enfin les bénéfices-risques sont intéressants ou sont pas intéressants. Et ça, j'aime bien, je trouve que c'est intéressant parce que ça donne encore des pistes de réflexion à une personne qui serait en mauvaise santé mentale. Eh ben, c'est peut-être pas le moment d'aller se mettre dans un monastère à 1600 mètres d'altitude, mais plutôt d'essayer d'en trouver un au niveau du sol, au niveau zéro, quoi. Ça serait peut-être plus intéressant pour cette personne-là.
Surtout, si elle a déjà des troubles, comme je disais, de l'anxiété, etc. Alors, vous savez que moi je parle du style de vie, du fitness, de la nutrition, donc c'est pour ça que j'aborde aussi ces sujets qui sont peu souvent mélangés avec le bien-être physique, c'est-à-dire l'entraînement, la diète, etc. Et moi je pense qu'il y a un lien entre les deux. Enfin, c'est pas je pense, c'est que j'en suis persuadé, il y a un lien entre ces deux, l'esprit et le corps, et qu'on ne peut finalement solutionner tous les problèmes qu'en comprenant finalement comment fonctionne tout ça. Et c'est pour ça que j'essaie de vous en partager je vais pas dire mes travaux, mais enfin si, c'est mes travaux, puisque c'est mes recherches personnelles sur le sujet. Voilà. Bon, on passe au deuxième article qui parle d'un nouveau perturbateur endocrinien, enfin nouveau pour eux. L'ANSES propose d'identifier le résorcinol comme un perturbateur endocrinien avéré pour l'homme. Alors l'ANSES, c'est quoi ? C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc je partage un petit peu leur information. Un mode d'action endocrinien, preuve solide d'un effet du résorcinol sur la régulation de la concentration des hormones thyroïdiennes via l'inhibition d'une enzyme essentielle à leur biosynthèse. Des effets néfastes sur la santé, identification d'hypothyroïdie sévère lors d'observations cliniques faisant suite à une exposition médicamenteuse importante à cette substance. Par voie cutanée chez l'homme, alors goitre, perte d'énergie, œdème généralisé, prise de poids, dépression dans certains cas. Induction d'effets thyroïdiens dans des tests expérimentaux par différentes voies d'exposition. Un lien biologique plausible entre le mode d'action et les effets néfastes. Cohérence entre l'action d'inhibition du résorcinol et les hypothyroïdies sévères observées. Bon, là vous allez me dire ok, c'est très bien, encore un perturbateur endocrinien, mais en fait on le trouve dans quoi ce truc ? Bon, on va voir. Alors, le résorcinol est utilisé pour la fabrication des pneus, de produits dérivés du caoutchouc, de colle et de résine industrielle. Il est aussi employé dans certains cosmétiques et soins d'hygiène, par exemple les colorations pour les cheveux, mascara, à usage professionnel. Bon, à vérifier quand même le mascara grand public. Comme antioxydant pour des produits alimentaires comme les crevettes et comme antiseptique dans la composition de certains médicaments. Bon, pour rappel, les perturbateurs endocriniens, ils ont été fortement mis en avant à l'époque, vous savez, avec les histoires des biberons bisphénol A. Et c'est toujours... Enfin, je dis fortement en avant parce que c'est là que le grand public en a pris conscience. C'était connu avant, mais le grand public en a pris conscience avec ces fameux biberons bisphénol A. Et rappelez-vous ce que je disais dans une formation ou un épisode, il y a deux étapes de vie qui sont extrêmement sensibles et qui met le feu aux poudres quand on détecte des problèmes potentiels pour la santé, etc. C'est premier point, les bébés, les nourrissons, les enfants. Et deuxième point, les femmes enceintes. Vous regarderez que ces deux périodes de vie sont extrêmement protégés et on prend beaucoup de gants par rapport aux médicaments, par rapport à tout un tas de choses, et c'est souvent grâce en tout cas au fait d'isoler ces périodes de vie par exemple que le bisphénol A, vous rappelez-vous de les biberons au BPA là, ça s'était mis en place et après il y a eu mais bon, si c'est pas bon pour les enfants, est-ce que c'est bon pour les adultes, etc. Bon, il y a eu des recherches très sérieuses faites sur le sujet. Les perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans les déodorants, dans l'alimentation, dans les plastiques, etc. Enfin bon, dans toutes ces choses-là perturbent nos hormones, perturbent nos propres hormones, nos rythmes hormonaux, et donc du coup, qui dit rythmes hormonaux perturbés, dit prise de poids, inflammation, dépression, métabolisme un petit peu déréglé, maladie auto-immune, etc., etc., etc. Bon, là, sachez une chose, c'est que vous pouvez sniper un petit peu
ce résorcinol, j'ai du mal à le dire parce qu'il a un nom, ils ont toujours des noms, résorcinol, donc le sniper un petit peu sur les étiquettes ou regarder un petit peu où est-ce qu'il pourrait se trouver dans votre quotidien, et donc du coup essayer de l'éliminer tranquillement pour essayer de vous tourner vers des produits qui en sont dépourvus. Voilà pour cette partie-là. Alors, on va passer à la suite, on va parler un petit peu du corona, donc coronavirus, des petits gestes, pareil, je reste sur l'ANSES, des petits gestes par rapport au fait de faire les courses, de nettoyer, et de l'alimentation, etc. Par rapport à ça, parce que je sais que pas mal de personnes peuvent se poser de questions, mais attends, mais moi je vais faire mes courses, est-ce que c'est pas contaminé, qu'est-ce que je dois faire, le laver, laver mes aliments un par un, c'est quoi les bonnes méthodes ? Bon. En fait, eux, ils disent, premier point, il n'existe aucune preuve que les animaux d'élevage et les aliments qui en sont issus jouent un rôle dans la propagation du virus. Deuxième point, aujourd'hui, aucune donnée scientifique ne laisse penser que le virus peut nous contaminer par voie digestive. Et après, ils donnent des petits tips comme ça pour se faire des petits gestes barrières par rapport à la diète et à l'environnement autour de l'alimentation. Alors aujourd'hui, ils disent, après un achat, avant de les consommer ou de les cuisiner, il faut bien laver ses fruits et légumes à l'eau potable. Bon, est-ce que vous le faites ? Parce que tout le monde le sait, mais est-ce que vous le faites ? Moi, personnellement, je ne le faisais pas toujours, donc je me suis mis à le faire régulièrement depuis le coronavirus. Voilà. Pour les légumes, il faut savoir qu'il suffit d'une cuisson à 63 degrés, c'est-à-dire à feu moyen, pendant 4 minutes pour détruire le virus potentiellement présent. Comme cela a été dit dans la question précédente, il est important de laver ses fruits et légumes à l'eau potable. Voilà, donc c'est pour les personnes qui penseraient pouvoir manger du cru, qui se posent des questions, c'est bien le cru, c'est pas bien, etc. Donc là, le cru peut être consommé à partir du moment où vous nettoyez à l'eau potable. Alors même si le virus causant la maladie ne peut survivre plus de 3 heures sur les surfaces des emballages, donc les emballages de ce que vous bouffez, alors il y en a qui vont me dire oui mais si on mange pas transformé on n'est pas censé avoir d'emballage, pas forcément vrai, et plutôt faux même, parce que votre huile d'olive, votre huile de coco, je sais pas si vous achetez un petit peu de vous savez la crème de coco pour des petites préparations sympas comme du poulet curry, etc. Il y a de l'emballage, si vous achetez du poulet sous vide, il y a de l'emballage. Des légumes surgelés, il y a de l'emballage, donc ne pensez pas comme ça en termes primaires en vous disant alimentation non transformée, donc pas d'emballage, donc je crains rien, il y en a toujours. Donc même si le virus, comme ils disent, là, ça peut tenir 3 heures sur les surfaces des emballages, ils recommandent d'essuyer les emballages avec un essuie-tout à usage unique humidifié, et ça constitue déjà une précaution supplémentaire. Voilà. Ensuite, ils disent aussi, alors qu'est-ce qu'ils disent aussi ? Je l'avais marqué, alors, je reprends le fil, excusez-moi pour la petite pause. Ah oui, alors ils disent que les produits ménagers usuels permettent de nettoyer les surfaces potentiellement contaminées, savon, détergent, etc. Donc en gros, ce qu'ils recommandent, c'est que plus ou moins en rentrant de vos courses, vous sortez tout, vous lavez les mains, vous passez avec un essuie-tout, vous savez là, du sopalin quoi, en gros, légèrement humidifié les emballages, vous déballez ce qui peut être déballé, par exemple si vous mangez des aliments qui sont dans un emballage superflu, et ben vous mettez le moins d'emballage possible, donc vous enlevez la première couche de l'emballage, vous passez un coup de chiffon humide dessus, pas de chiffon, attention, d'essuie-tout, pas votre torchon où vous lavez les mains après, et vous le jetez évidemment. Vous lavez après, évidemment, tout le trajet du déballage des courses. Donc, si vous posez sur la table, eh ben, vous lavez votre table, la porte du frigo. Enfin, bon, voilà, des gestes, des bons réflexes comme ça, c'est histoire de limiter. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un petit parallèle avec l'histoire de la paranoïa. En France, on dit beaucoup de choses en disant « il ne faut pas devenir parano, c'est pas bien, etc. » Enfin, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, sont un peu pointés du doigt les gens qui sont pas parano, mais qui ont des gestes, on va dire, un petit peu plus renforcés que les autres. Il ne faut pas tomber dans la psychose et tout. Bah, évidemment, il ne faut pas tomber dans la psychose, mais en fait, il y a un monde aujourd'hui entre la psychose et la paranoïa et la réalité du terrain. Et moi, je pense que, comme disait mon père, il dit non, mais mieux vaut en faire trop que pas assez dans des cas comme ça, et je pense qu'il a raison. Et je veux dire, en fait, les gens ont honte.
ils ont honte d'être pointés du doigt et de montrer comme parano. Mais en fait, si vous tombez malade, il n'y a pas à avoir honte, quoi. Hein. Je veux dire, mieux vaut prévenir que guérir. Et même en faisant ces gestes-là, vous n'êtes pas protégé à 100%. Donc, essayez quand même, peut-être, en tout cas, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres que vous allez croiser dans la rue, de ne pas être trop contaminé. Il n'y a pas d'histoire de parano ou de psychose. Il faut faire le maximum, c'est tout. Enfin, je veux dire, tout le monde a envie de retourner en salle de sport, s'entraîner et tout. Enfin, serrons-nous les coudes de ce côté-là. Et tout ira pour le mieux dans les jours qui viennent. Enfin, je l'espère. Bon, oui. Alors, c'est Julien Vénesson qui a sorti sur son site « Coronavirus, faut-il prendre de la quercétine ?» Et il en vient à la conclusion. Il me semble donc intéressant d'en prendre, mais en gardant en tête que le bénéfice potentiel est probablement bien plus faible que celui de la vitamine D et des oméga 3. Il s'agit plus de quelque chose de complémentaire. Alors, la quercétine, beaucoup de personnes y pensent tout de suite, bim, l'oignon rouge. Ok, mais en fait, les personnes qui sont intolérantes au FODMAP, comment on fait ? Enfin, comment on fait ? Pas comment on fait, moi ça va, mais je veux dire comment on fait, comment font ces personnes-là. Eh bien, je vais vous donner rapidement une petite liste des aliments contenant de la quercétine. Vous avez les capres, la livèche, vous avez également... alors là, c'est par ordre décroissant, pardon. Ensuite, vous avez l'oignon rouge, vous avez la pomme avec la peau, et sans la peau, il y en a moins. Vous avez aussi le raisin, le vin rouge, les petits fruits comme les bleuets, les canneberges, les groseilles, et ensuite les cerises, le brocoli, les agrumes et le thé. Donc voilà, dans ces aliments-là, essayez d'en avoir une petite variété dans votre semaine et de prendre évidemment ceux que vous tolérez le mieux pour pour profiter un petit peu des principes actifs de ces aliments qui sont entre autres la quercétine. Voilà. Bon, on va passer à un sujet un petit peu plus fun. Le titre c'est « Combien de calories pour une relation sexuelle ?» Alors, je sais que tous ceux qui sont en couple et pas en couple se sont toujours demandé « Tiens, le soir, après manger, une petite partie de jambes en l'air, ça va me permettre de brûler un petit peu de calories et de me coucher un petit peu avec le ventre creux. » On s'est tous déjà posé la question combien on crame réellement lors d'un rapport sexuel. Et vous allez voir que la réponse, de toute façon, en fonction de l'intensité, etc., c'est pas la même pour tout le monde. Mais bon, alors ils disent là, c'est des spécialistes de kinanthropologie, donc Julie Frappier, Mylène Aubertin Léeudre, Anthony Descarelis, et de sexologie aussi, Joseph J. Lévy, ou encore de santé publique comme Isabelle Toupin. Et tous les 5 viennent de signer une étude à la fois originale et riche d'enseignements. Alors je vais vous partager un petit peu ce qu'ils en disent. Alors pour ce qui est des mesures concernant l'activité sexuelle proprement dite, une série de préalables était requis. Les participants volontaires devaient s'abstenir de consommer de l'alcool, des drogues ou encore des médicaments ayant des effets érectiles bien connus. On leur demandait de garder en mémoire et de songer à évaluer sur une échelle de 7 points leur perception de leurs dépenses énergétiques, de leurs efforts, de leur fatigue, sans oublier l'intensité du plaisir. D'abord, après chaque rapport sexuel, ensuite, au terme d'une série de 4 rapports. Par ailleurs, le mini-brassard et l'accéléromètre ne devaient pas être ôtés pendant cette activité. Donc en fait, le brassard et l'accéléromètre, c'était pour voir un petit... pour en fait une sex fit, quoi. C'est pas une Fitbit, mais c'est une sex bit. Voilà. Le terme, j'ai trouvé un nouveau concept pour le marketing. Ce sera pas une Fitbit, mais une sex bit que vous mettrez autour du bras, j'imagine, le brassard. Et oui, parce qu'il y a aussi des brassards pour mesurer la qualité de l'érection. Ça, je sais pas si vous le savez, mais pour voir si les hommes ont des érections durant la nuit, on leur met un petit brassard autour du pénis pour voir si la fréquence des érections est régulière, si elle est dense, etc., etc., etc. Et ça sert notamment à voir si les troubles érectiles chez les hommes sont d'origine psychologique ou physiologique. Voilà, petite digression. Donc là, c'est pas un brassard qu'on met autour du pénis, mais un brassard qu'on met pour calculer l'activité physique et aussi un accéléromètre pour voir certainement les mouvements. Au final, qu'apprend-on ?
que pour ces couples, la durée moyenne d'un rapport sexuel est de 25 minutes, ce qui est plutôt correct, hein. Je m'attendais à un chiffre plutôt moins élevé que celui-là. Donc pour le couple, durée moyenne d'un rapport sexuel de 25 minutes, que la dépense énergétique moyenne pour chaque rapport sexuel est chez les hommes de 101 calories, 4 calories par minute, et de 69 calories seulement chez les femmes. Donc pourquoi alors il y a plus bon, ça peut s'expliquer par pas mal de choses, notamment par le poids de corps, hein. Tout simplement, l'homme ayant un poids de corps souvent plus élevé, une masse musculaire plus importante, est-ce que c'est pas logique que c'est 101 calories par rapport aux 69 calories chez les femmes? Et après, il faudrait demander aux sexologues quelles sont les pratiques courantes de ces personnes-là. Qui est le plus actif, qui est le plus passif, pour essayer d'avoir ce raisonnement. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si la femme est la plus active durant la relation et que malgré ça, elle ait moins de calories dépensées que l'homme. C'est là où il y aurait des choses intéressantes. Mais bon, bref, en gros, 101 calories pour un homme, 69 pour une femme, ce qui n'est pas nul et ce qui n'est pas non négligeable, hein, attention. L'intensité moyenne de l'activité sexuelle est d'autre part estimée à 6 mètres. Alors à des mètres, c'est métabolique, machin chose, chez l'homme, et 5,6 mètres chez la femme, ce qui est assez peu variable, ce qui correspond à un effort modéré. L'activité sexuelle peut être considérée comme un exercice significatif à la fois plus intense qu'une marche de 4,8 km/h, donc c'est mieux qu'aller marcher, chercher le journal ou autre, mais moins intense qu'un jogging à 8 km/h. Alors 8 km/h en jogging, c'est déjà pas trop mal, hein. Je sais qu'il y en a qui courent beaucoup, ils vont se dire c'est que dalle, mais 8 km/h c'est pas mal, hein. On est quand même sur une petite vitesse de croisière relativement soutenue, là, hein. On n'est pas sur le petit footing de mamie, là. Alors en toute hypothèse, il est acquis, sans même parler de ses effets psychologiques et de bien-être parfois considérables, que l'activité sexuelle peut faire partie des activités physiques qui contribuent à l'équilibre corporel, à la qualité de vie et d'une manière générale à la santé. Donc ne vous privez pas du rapport sexuel pour l'activité physique, ça fait partie de mes recommandations pendant cette période de confinement. Alors n'oubliez pas de vous protéger, parce que sinon le but c'est pas de vous retrouver tous parents non désirés à la sortie du confinement, mais bon, voilà, profitez de ça et faites pas les cons, aller avoir des plans cul à droite à gauche, comme je l'ai entendu récemment entre deux personnes qui, malgré le confinement, ne se privez pas de prendre une attestation pour aller se voir, et puis une attestation pour le retour d'avance pour rentrer chez eux le lendemain. Ne faites pas ces conneries-là. Je pense que pendant le confinement, vous pouvez vous aider de votre main droite ou de votre main gauche. Et puis pour les femmes, pareil, hein, vous vous aidez de ce que vous avez sous la main ou avec vos mains, tout simplement. Et ça pourra faire l'affaire, je pense. En tout cas, je pense qu'il y a eu de l'abstinence beaucoup plus longue chez les personnes qu'avant le confinement. Le confinement crée finalement un désir supplémentaire, parce qu'il y a interdiction. Et on le sait, interdiction égale désir, hein. C'est pas pour rien qu'on désire ce qu'on ne peut pas avoir, qu'on pense que quand on sera plus riche, on sera plus heureux, qu'on pense qu'avec telle personne, les parties jambes en l'air, elles doivent être exceptionnelles. Et puis, parfois, on se rend compte que c'est pas le cas, et que c'est un petit peu l'interdit ou l'impossible, l'inaccessible qui crée du désir. Et donc voilà. Bon, revenons un petit peu au monde du fitness, même si on était en plein dedans. Moi, je fais en sorte sur le site. Alors là, ce week-end, j'ai sorti une très grosse formation. Comme toujours, elles sont plus ou moins denses. Là, elle est relativement dense. Elle n'est pas longue en temps. Enfin, je crois qu'elle fait 1 heure, mais elle n'est pas super longue en timing. Mais elle est assez dense, et je parle du microbiote intestinal et de justement l'anxiété, etc. Vous savez que j'avais fait un parallèle dans le podcast précédent entre les probiotiques et justement notre changement d'environnement, le fait d'être confiné. Et là, j'apporte des pistes nouvelles, j'apporte aussi des mises en place nouvelles et liées un petit peu au confinement par rapport à notre stress
digestif perçu au niveau du cerveau, mais également le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire quel est l'impact de la façon dont on a de penser sur notre microbiote intestinal, et en fait comment aider au mieux les gens à se sentir mieux, on va dire, avec la dépression, avec l'anxiété, avec le stress, etc. Je pense que ces méthodes-là, c'est les petits outils que je partage au niveau alimentaire, au niveau style de vie, il n'y a rien il y a rien d'extrême dans ce que je recommande. Pourquoi ? Parce que je suis toujours convaincu d'une chose, c'est que quand on recommande des pratiques trop extrêmes aux gens, ils ont tendance à procrastiner, à les repousser. Et moi, je préfère donner des petites astuces du quotidien très simples à mettre en place, mais qui pourront faire énormément sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, etc. Et donc bon, je vous le mets en description, le contenu est valable pour tous les VIP. Si vous êtes VIP, vous aurez accès à celui-là, mais également à tout ce dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire les programmes à la maison, tout est accessible quand vous devenez VIP. Et je sais que je le répète pas assez souvent, mais dites-vous bien une chose, c'est 9,99€ par mois, vous avez une formation par semaine. Donc en gros, pour 9,99€ par mois, vous avez 4 formations par mois. Plus l'accès à plus de 300 en archives, plus accès à tous les programmes, plus accès à la messagerie pour me contacter, plus accès à tout, au groupe privé et tout. Je pense que cette offre-là, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui et ce que je recommandais aux gens de se former, et bien là, vous pouvez vraiment vous former à moindre coût. Et justement, mon tarif vous le permet. Quand je vois qu'il y a des gens qui font des formations à 300 balles ou voire à 1000 balles, là, honnêtement, vous serez pas déçus. Et d'ailleurs, les Suisses qui ont un petit peu plus d'argent, alors je fais pas une généralité, mais j'ai eu beaucoup de remontées des Suisses qui me disaient: Théo, en fait, nous, ça nous intéresse pas parce que au premier abord, ta formule est trop peu chère, donc du coup, on n'y met pas, on pense qu'il y aura pas de qualité. Et c'est marrant comme quoi le prix est lié à la qualité. Rappelez-vous une chose, pourquoi moi j'avais choisi ce tarif-là ? Parce que c'était un tarif que j'aurais été capable de mettre à mes débuts, et donc du coup je me suis adapté à ça finalement, je me suis adapté à ce que moi j'aurais été capable de mettre à mes débuts. Mon budget c'était des budgets magazine et tout, quand j'étais jeune débutant dans le fitness, et donc ces 10 balles je les mettais dans des magazines. Et là, je me dis, il y a des personnes qui sont au point où moi j'étais il y a des années et qui ont peut-être que 10 balles pour se former par mois. Et bien avec ça, ils auront de quoi faire. Et croyez-moi, vous aurez de quoi faire. Et ça fait vraiment la différence avec d'autres. Et autre chose, moi je me qualifie un petit peu d'expert en seconde main. Et pourquoi je dis expert en seconde main ? Parce que souvent, les gens qui viennent s'abonner sur l'espace VIP, c'est des secondes mains. Ce que j'appelle des secondes mains, ce sont des personnes qui sont allées voir ailleurs, qui se sont laissées séduire par des programmes tout faits. Vous savez, le programme « Allez, vous faites ça et puis tout ira bien » ou la diète toute faite, etc. Et donc du coup, ou alors un coach qui fait des programmes non sur mesure, ou alors du sur mesure à distance, mais plutôt du copier-coller. Et seconde main, pourquoi ? Parce qu'en première main, ils ont été pris par ces méthodes, ces coachs et tout ça, et en deuxième main, ils viennent chez moi. Et ils disent: je t'avais vu au début quand j'ai commencé, mais ton contenu me semblait un peu trop complexe, et puis c'était pas assez, j'avais besoin d'un truc clé en main et tout ça. Et puis quand ils se rendent compte que le clé en main n'existe pas, ils arrivent chez moi en seconde main. Donc moi je me qualifie comme expert en seconde main, puisque souvent je récupère des gens comme ça qui ont traversé des étapes avant d'arriver chez moi. Bon bref, j'arrête de digresser. Je vous souhaite à toutes et à tous vraiment de rester soudés, on va dire virtuellement, pour toutes les personnes seules. Un grand merci à tout le personnel médical, quel qu'il soit, où qu'il soit, que ce soit ceux qui travaillent dans les labos, que les médecins, les aides-soignantes, les infirmiers, mais également tout le personnel d'entretien qui fait en sorte d'avoir des locaux propres et désinfectés, etc., qui travaillent dans les milieux hospitaliers, mais même ailleurs, ceux qui s'occupent que nos rues restent propres, que nos résidences restent propres, etc. Mais également à toutes les personnes qui travaillent dans le monde alimentaire, qui sont elles, contraintes de travailler. Bon, il y en a qui ont exercé leur droit de retrait et qui sont pas porteurs, mais qui sont à risque, donc ils ont bien fait, mais toutes ces personnes-là qui travaillent dans le monde de l'agroalimentaire, de près ou de loin, donc les agriculteurs, les distributeurs, les transporteurs également, tous les chauffeurs routiers qui m'écoutent là, qui bossent pour nous approvisionner, etc. Merci à vous. Et je pense aussi
à tous ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, donc tous ceux qui sont dans le milieu du bâtiment, tous les travaux manuels en fait, toutes ces personnes-là, courage à vous. Je sais que c'est pas évident durant cette période, mais je dis ça parce que j'ai du monde dans mon entourage qui est dans ce cas de figure-là. Si vous êtes employé, vous en rendez peut-être pas compte, mais le patron là, il est en train de se faire des cheveux blancs. Dites-vous bien une chose, c'est que le travail va revenir. Et qu'il y aura des gens qui auront besoin, qui auront pris du retard, donc même tous les garagistes, les mécanos et tout, courage à vous. J'ai une pensée pour vous, parce que maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je suis entrepreneur et plus salarié, je me rends compte de la chance que j'ai par mon travail de pouvoir l'exercer encore. Et bon courage à tous, et merci à tout le personnel soignant et à tous ceux qui font en sorte qu'on puisse avoir un toit, de l'eau chaude, de l'électricité, internet, à manger, et voilà quoi, et des soins de santé. Merci à vous, et on se retrouve dans la description tout de suite pour tout ce que je viens de citer. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.